monté, ça y est. Pauletta dans la surface, la frappe. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro Miguel Pauletta. Ce coup franc. Oh là 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 là. Zlatan Ibrahimovic, 25e minute, le doublé en 2 minutes. Ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Mandanda. Et oui les gars, ça faisait longtemps qu'on n'était pas dans les antennes de Passion Saint-Germain. Premier podcast, on va dire, de l'intersaison, parce que là, le mercato, il y a plein de choses à dire, messieurs. Des arrivées en pagaille, des grands noms, des grandes sommes aussi, et puis il y aura de quoi faire pour débattre un peu de la pertinence de ces recrues. Donc, je vais introduire un par un les membres de Passion Saint-Germain, donc les fidèles, Nams et Rafik. Vous allez bien, les gars? Très bien, et toi? Ça va. Bon, ça va. Ouais, ça va. L'euro, cet euro vous a plu ou vous faites un peu chier en attendant la nouvelle saison? Non, ça va. Moi, le rôle me plaît plutôt bien. Les matchs à élimination directe, très intéressants à partir des 8e. Donc, on prend du plaisir. Attends, Rafik, tu prends du plaisir aussi comme Aimé Césaire ou pas? En vrai, j'ai pas regardé beaucoup de matchs, mais les seuls matchs que j'ai regardés, je dirais peut-être entre 7 et 10, je me suis pas ennuyé. Bon, ça va les gars. Bon, en tout cas, on va pas parler euro cette fois, on va parler mercato Paris Saint-Germain et avec une nouvelle recrue qui nous rejoint pour cette nouvelle saison, pardon. Jonathan Ferdinand qui sera membre maintenant à nos côtés. Salut à toi, Joe. Salut les gars, merci de m'accueillir. J'allais dire bienvenue comme si c'était chez moi. Merci de m'accueillir. Mais c'est chez toi maintenant. C'est chez toi. Bienvenue chez moi les gars. Voilà. Très content d'être là pour cette nouvelle saison et parler du PSG, le meilleur club de France. On va parler alors du Paris Saint-Germain, mais surtout là des arrivées en pagaille. Là, ça s'est excité depuis la fin de saison dernière, comme on le disait avec ce bilan très long qu'on a fait sur cette saison 2020-2021. Et là, le PSG qui veut vraiment prendre les choses en main, et on va venir petit à petit sur les recrues. Et jusqu'à aujourd'hui, on a eu des nouvelles d'un certain Sergio Ramos qui a signé au Paris Saint-Germain. On attend à date d'enregistrement l'officialisation, même si on a vu le joueur se présenter à la Factory pour signer son contrat, ou alors s'il était déjà signé. Mais en tout cas, ce sera la troisième. Ouais. Et pas seulement, il aurait déjà pris son numéro 4. Ouais, numéro 4, ouais. Pauvre Kerrer. Ouais, bon, est-ce que Kerrer va partir ou pas? Mais dans tous les cas, je pense qu'il aura pas trop le choix de le laisser. C'est sûr, il jouera avec le numéro 44 ou 64. Et ce qui équivaut à son nombre de ballons perdus sur la saison. Mais bon, en tout cas, voilà, Sergio Ramos est parisien, mais on va commencer par le commencement. Donc, première recrue, Rafik, Wijnaldum qui vient libre de Liverpool, qui a signé pour un contrat de 3 ans au Paris Saint-Germain juste avant l'Euro. Donc toi, alors je vais te demander à toi ton avis, parce que ça reste un transfert gratuit. Aujourd'hui, à date d'enregistrement, son salaire serait estimé à autour de 6 à 10 millions par an. On sait que le Barça le voulait, Paris l'a eu. Je veux ton avis. Allez, donne-moi ton avis sur ce transfert. Est-ce que tu es content ou pas? Est-ce que c'est pertinent ou pas? Et voilà. Honnêtement, par rapport à certaines performances qu'il a affichées à Liverpool, notamment les 2 grosses saisons de Liverpool où il faisait beaucoup de travail en tant que box-to-box, où même il arrivait à rentrer dans la surface et mettre quelques buts. Si je me base sur ça, c'est un bon coup. Surtout si tu me dis que le salaire est entre 6 et 10 millions. Si tu me dis que le salaire est entre 6, si j'apprends que le salaire est entre 6 et 8 millions, pour moi, c'est une bonne affaire pour le PSG. Par contre, je dis pas que Wijnaldum, ça sera un des meilleurs milieux au monde au PSG. Je le pense pas. Mais, par rapport au milieu qu'on a aujourd'hui, il va faire partie des meilleurs milieux pour moi. En tout cas, Paredes, Gay. Bon, c'est Paredes, Gay, c'est pas vraiment le même profil que lui, mais il y a aussi Verratti. C'est un profil différent. C'est vraiment quelqu'un qui arrive plus facilement à faire des allers-retours entre les 2 surfaces. Donc c'est pas mal comme recrutement. C'est ce qui nous manquait, ce milieu de terrain qui peut mettre 8 à 15 buts en championnat, peut-être 8 à 10 buts en championnat. Un joueur qui n'hésite pas à frapper, qui aime marquer des buts. C'est ce type de profil qu'il nous fallait. Il sait tout faire. Il sait passer, il sait frapper, il a une bonne vision du jeu. Il rechigne pas à faire les efforts. Techniquement,
il est très bon, on l'a vu. Que ce soit tant à Liverpool qu'à Newcastle, on l'a vu, on l'a vu. Et c'est un très bon coup, c'est un très très bon coup. Ça, c'est un transfert plus que pertinent. C'était même c'était un besoin indispensable. Et toi, Jonathan, je peux mettre juste un bémol. Ouais. Juste, je peux mettre un bémol. Je t'en prie. Le bémol, c'est que peut-être les deux trois années avec Jürgen Klopp, ça l'a peut-être cramé, mais cramé, genre il lui faut plus qu'une année pour retrouver un état physique potable. On a vu cette année Liverpool comment tous les joueurs étaient cramés. C'est pas une question de Covid, moi je trouve que ça s'est accentué chez le Liverpool du Jürgen Klopp. Du Gegenpress à foison, au bout d'un moment ça a cramé certains joueurs et j'ai l'impression que Wijnaldum est un peu cramé. Toi, Joe, alors Wijnaldum, comme tu sais, il va avoir 31 ans en novembre. Comme le disait Rafi, qui sortait de 2 grosses saisons sous Jürgen Klopp avec Liverpool, il a même fini 26e au classement du Ballon d'Or 2019. Donc c'est un joueur assez intéressant qui se projette vers l'avant. En fait, c'est un peu un profil même qui nous manquait au Paris Saint-Germain. Je pense que, on va dire, un joueur, je vais pas le comparer à Javier Pastore qui avait pas la même disposition de jeu, mais c'est un milieu de terrain qui peut jouer à 3 et à 2, qui peut se projeter vers l'avant. Ce que ne fait pas, par exemple, un Gueye, un Danilo ou même un Verratti. Donc toi, est-ce que tu partages l'avis de tes 2 nouveaux confrères ou tu restes assez sceptique sur son arrivée? Non, moi je suis très content et si le Barça est autant dégoûté, les fans du Barça sont autant dégoûtés et que Jürgen Klopp dit il va me manquer, c'est qu'il y a une raison. Et pour moi vraiment, c'est vraiment, comme vous le disiez, c'est un profil parfait parce qu'il peut jouer, même il a prouvé pendant l'Euro qu'il pouvait très bien jouer 10. Alors bien évidemment, le système était un peu particulier, mais il peut jouer box-to-box, c'est-à-dire relayeur droit ou à gauche. Il peut jouer en sentinelle, il peut jouer 10. Donc c'est-à-dire que si tu as une défaillance avant un match de Ligue des Champions ou un gros match de Ligue 1, il peut te dépanner à tes 4 postes clés du milieu de terrain, on va dire, selon ton système. Donc je suis très content. Et la meilleure preuve de sa valeur, c'est Jürgen Klopp qui dit il va vraiment me manquer parce que c'était son élément central. Et après, je rejoins Rafik là-dessus. Un joueur qui est cramé, Bielsa crame ses joueurs en une saison, voire en 6 mois. J'ai peur effectivement que Jürgen Klopp ait fait du mal un peu au physique de Wijnaldum, mais honnêtement avec un bon travail foncier, je pense que ça peut le faire. Et je sais pas, moi je vais essayer d'être nuancé. Je suis assez d'accord avec vous. Moi, je suis assez satisfait de cette recrue parce que même si le salaire est un peu élevé, je pense qu'en termes de primes diverses et autres, je pense qu'il ne s'est pas gavé, contrairement à d'autres potentiels arrivées qui vont peut-être arriver. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui nous manquait, qui va conforter un peu son espace. Mais vous n'avez pas peur que ça fasse un peu une arrivée style Herrera, un joueur de première ligue qui approche la trentaine, qui est capable un peu de jouer partout au milieu de terrain, mais qui au final s'avère un peu moyen partout, mais qui n'apporte pas de réelle plus-value. Ouais, mais honnêtement, pour avoir un peu suivi le Manchester de cette époque-là, quand il était là-bas, c'était pas du niveau de Wijnaldum. Alors après, effectivement, c'était un Manchester United fait de beaucoup plus d'individualité que de collectif comme Liverpool. Donc c'est plus facile de briller dans un collectif, on va dire, entre guillemets. Mais je pense que c'est quand même pas le même niveau, honnêtement. Et d'ailleurs, je voulais rebondir sur ton histoire de salaire. The Independent, là, un très très bon média anglais, a dit qu'il n'y avait pas de surenchère du PSG. Ça c'est vrai. Ouais. Et donc il avait choisi vraiment le PSG parce que le projet sportif. Ou alors parce que le Barça n'était pas capable de payer son salaire, car on a vu récemment que malgré des arrivées de joueurs libres, c'est la honte. Mais c'est la honte, ils doivent régresser là. C'est vraiment la honte. Ouais, c'est la honte. On dirait un étudiant qui finit tous les mois à découvert. C'est incroyable. Ou on dirait moi, Football Manager avec l'US Orléans quand j'étais en dette. Rafik, c'est de quoi je parle. J'arrivais plus à appeler le salaire de mes joueurs. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que là, pour le Barça, c'est un état critique et on voit que Lionel Messi est toujours sans club depuis le 1er juillet, date d'enregistrement. Donc, voilà, c'est pas plus mal que Wijnaldum finalement ait choisi le Paris Saint-Germain aussi bien sur le plan sportif que même économique, parce que voilà, à Paris, je pense qu'il y aura moins de soucis à ce niveau-là. Honnêtement, on parlera pas d'Mbappé, je pense, mais à l'instant T, vaut mieux pour gagner la Ligue des Champions ou des titres être au PSG qu'au Barça. Et je pense que c'est évident, j'enfonce une porte ouverte, donc c'est aussi pour ça que Wijnaldum, je pense, a choisi le PSG. Ça se tient. Je pense que dans tous les cas, il va jouer avec un effectif plus étoffé autour de lui, et dans tous les cas, voilà, je pense qu'il va jouer 3 ans Paris Saint-Germain, parce que je ne vois pas le PSG le vendre. C'est pas un club qui a l'habitude de vendre ses joueurs, mais en tout cas, avec les blessures qu'il y a eu, notamment l'année dernière, et si Paris s'en arrête là pour le recrutement milieu de terrain, il a une carte à jouer. Après, là, on a vu que Paris se positionnait aussi pour Paul Pogba notamment. Toi, Nams,
Qu'est-ce que t'en penses de ça? Tu penses que recruter un joueur comme Pogba serait peut-être un peu une hérésie par rapport au choix de Wijnaldum, ou ce serait important d'avoir un autre milieu de terrain de ce calibre en plus de Wijnaldum? Ça peut être important d'avoir un autre joueur de ce calibre, mais tout dépend de l'état d'esprit dans lequel Pogba viendrait. Tu vois? On sait très bien. Tu penses Vas-y, développe. Moi, je savoir développe ou Nams? Non, comme vous voulez. Moi, Vas-y, Rafi. Non, mais vas-y, moi, mais on sait très bien que s'il vient au PSG, il s'en fout. En vrai, il s'en fout. Il sera au PSG. En vrai, il va pas se donner. Il va pas se donner. Il va voir que le PSG, c'est pas une très grande institution. Il va voir qu'il va pas prendre des maxi coups de pression. Il va faire ce qu'il veut. Moi, en tout cas, je vois pas Pogba. S'il est au PSG, je vois pas faire une saison de Ballon d'Or, on va dire. Ouais, non, mais c'est vrai. Je pense tout l'inversement. Moi aussi, je pense qu'en fait, à Manchester United, le projet était alléchant. Son départ pouvait se comprendre. Voilà, au bout de quelques saisons, il a vu que c'était pas possible. En fait, c'était pas possible d'assouvir ses envies. Il a gagné la Ligue Europa là-bas. La Ligue Europa, on crache pas dessus, mais c'est pas la Ligue des Champions. Les titres sont un peu maigres à Manchester United car City prend tout. Aujourd'hui, je vois qui pourrait prendre Pogba à part peut-être le Real ou la Juve. Pas grand monde. Après, ça dépend aussi de sa motivation, ça dépend de son état d'esprit. Tu vois, moi j'aurais sauté sur un joueur comme Camavinga qui est très jeune, 18 ans, 30 millions. Apparemment, on est passé de 100 à 30 millions parce qu'il lui reste un an de contrat. Un joueur comme Camavinga qui est très jeune, qui est prometteur, c'est un joueur, j'aurais pas hésité à le prendre. J'aurais pas hésité à le prendre avant que les autres se jettent dessus et qu'il ait une progression monumentale. Parce que bon. Après Camavinga, Nams, c'est vrai que cette année, bon, après, tu peux c'est rater vrai. des saisons. Hein. Il fait une saison plutôt médiocre, mais après, il a encore plein d'années devant lui, c'est sûr. C'est ça. Et il est lui-même conscient d'avoir fait une saison pas bonne. Après, voilà, il a que 18 ans. Si je dis pas de bêtises, c'est sa deuxième saison en tant que professionnel. Je pense qu'il va progresser. Après, c'est dans son cas aussi, ça dépend aussi des joueurs qu'il a autour de lui. Julien Stéphane qui est parti, etc. Mais Pogba au PSG, c'est vrai que moi, une chose m'intriguerait dans ce transfert, ce serait le rapport de Pogba avec les médias français, vous voyez, parce qu'il a une personnalité assez fantasque, il a un jeu assez fantasque, et vous savez qu'en France, on n'aime pas vraiment ça. Et ce serait assez drôle de voir ce rapport avec les médias, parce que moi, je le vois un peu comme Anelka l'était avec les médias français, tu vois. Ouais, bien sûr. Et je vois ça un peu. Mais moi, pour Joe, vas-y. rebondir sur ce que disait Rafik au début, je pense au contraire l'inverse sur Pogba, c'est-à-dire que, alors bien évidemment, jouer à Dijon, c'est pas la hype, mais le meilleur Pogba, c'est sur une équipe de France quand ça compte, ou quand ça compte en Ligue Europa. Et donc j'ai l'impression que être dans ce contexte PSG, ça va lui faire du bien, et qu'entre guillemets, il va savoir qu'il y a un projet ouf, qu'en fait il y a toutes les cartes en main pour réussir. Et je pense que ça peut lui faire du bien de venir au PSG. Et en fait, il y a la lumière sur Paris, et c'est ce qu'il lui faut aussi. Il faut que ça compte tout le temps pour que Pogba soit régulier. Et je pense que ça peut lui faire du bien de venir au Paris Saint-Germain. Il faut que ça brille. Exactement. Et vous pensez pas, par exemple, là je vais te lancer Rafik, vous pensez pas que le PSG doit peut-être positionner sur un milieu peut-être à vocation plus défensive? Je sais pas si t'as des noms en tête, mais c'est vrai que Paris recherche également un 6 de métier. Wijnaldum n'en est pas un. Verratti ne veut pas jouer en 6. Il reste que Gay. Tu dis que Gay, c'est pas une solution. Je pense qu'il y aurait peut-être mieux à faire. Des fois, ils font jouer Paredes en Regista. Ou peut-être qu'il va penser à remettre Marquinhos en 6 si ça manque de rotation en défense centrale. Mais ouais, moi, je serais pour la venue d'un milieu défensif. Voilà, tout de suite, j'en ai pas en tête. Mais vraiment, déjà, juste pour un peu se débarrasser, entre guillemets, de Paredes, déjà, ce serait pas mal. Il a vraiment une haine contre Paredes, mais je peux le comprendre, mais je peux vraiment le comprendre. C'est vrai. Même en vacances. Moi, on me dit, il est fort, mais en quelle année? Il est fort, non, c'est un bon joueur. Ça, c'est indéniable. Après, c'est vrai que des fois, il est... Non. Non, c'est dur. Ça, tu l'aimes pas. Non, Attends, déjà, à la Roma, il m'a rendu fou à la Roma. Et en plus, après, au PSG, je le vois encore arriver au PSG.
En fait c'est le Roma plus PSG qui fait que je suis très dur sur Paredes. Parce que Rafik a un penchant pour la Roma, pour les auditeurs, il faut le préciser. Mais bon, dans tous les cas, c'est vrai qu'au milieu de terrain, Pogba, ça peut être une bonne recrue. L'état d'esprit, par contre, c'est un autre sujet. On va parler maintenant d'une deuxième recrue, hein, parce qu'à Paris, bizarrement, on s'active tôt dans le marché des transferts et c'est une bonne chose. Pour une fois. Et là, ouais, pour une fois, comme tu dis, et là, je vais parler pour moi beaucoup de ce mercato, et là, je parle même du mercato entier pour le moment européen. C'est le recrutement de Achraf Hakimi sur le côté droit de la défense parisienne. Bon, le prix est de 70 millions selon les dernières sources, donc entre 65 et 70 millions d'euros. Mais pour moi, pareil, vraiment fera pas un grand coup parce que Achraf Hakimi, c'est un latéral droit qui va avoir 24 ans, si je me trompe pas, en novembre. C'est un joueur qui a signé pour 5 ans. C'est un joueur qui a déjà connu la Ligue des Champions avec le Real Madrid, avec Dortmund. Il a gagné avec l'Inter Milan la Serie A. Il a gagné avec des champions également en 2017-2018 quand Zidane l'a lancé dans le grand bain, même si ses premiers matchs, je me rappelle notamment sa première prestation européenne, je crois que c'était contre Tottenham. Quand Tottenham gagne 3-1, c'était un peu difficile. Mais Achraf Hakimi a vraiment pris du galon à Dortmund et a confirmé à l'Inter Milan. Mais moi, je vous le dis clairement, je trouve que c'est vraiment une recrue de choix et c'est pas un recrutement par opportunité comme le PSG le fait assez souvent. Là, c'est un recrutement par besoin. Je vais noter également le tweet de Jonathan qui avait comparé une sombre époque où on avait Stéphane Pichot côté droit avec le numéro 2 et que maintenant on a Achraf Hakimi. Donc je vais te donner la parole du coup. Je pense que toi, tu es aussi ravi que moi de voir l'international marocain au Paris Saint-Germain. Ah, moi je suis ravi. Et d'ailleurs, j'ai fait un petit calcul sur les défenseurs droits depuis que le PSG est là. Hors Achraf Hakimi, on a dépensé 22 millions d'euros pour les latéraux droits. Seulement, depuis l'arrivée de QSI. Tu comptes Attends, tu comptes Kehrer ou pas? Parce que non, je compte pas Kehrer. Kehrer, on nous le vend comme un central, donc... Ouais, mais il a joué plus à droite qu'au centre, hein, Paris. Donc 22 plus 37, si tu veux. Voilà, donc ça fait 60. Mais du coup, ça te montre un peu à quel point c'est faible comme voilà, montant. C'est vrai. Alors que les latéraux modernes sont très importants. Enfin, les latéraux sont très importants dans le foot moderne, quoi. Maintenant, sur le cas... Vas-y. Sur le cas Hakimi, justement, parce qu'il y a une chose qui est très importante. Hakimi, il a un profil de contre-attaquant. Est-ce que vous pensez qu'il est idéalement mieux dans un système à 3-5-2 ou 3-4-3 où il est piston ou plutôt en tant que arrière latéral? On y reviendra dans ce débat-là par la suite. On peut en parler déjà maintenant parce que forcément on va parler du cas Ramos et qui va peut-être bouleverser, on va dire, le choix tactique. On voit beaucoup de personnes s'extasier sur un système à 3 que le PSG n'a jamais vraiment fait depuis ce fameux match retour contre Manchester City. Ça se travaille et il faut avoir les joueurs pour. À partir du moment où tu as les joueurs pour, c'est parfait. Si on arrive à trouver le pendant gauche d'Hakimi, le système à 3, il peut largement se faire, ça, sans le moindre problème. Donc toi, t'es pour aussi, Nams, l'arrivée d'Hakimi et avec un système à 3? Ah oui, moi je suis pour dans le sens où si tu as les joueurs pour, parce que dans un système à 3 défenseurs, peu importe que ce soit un milieu à 4 ou à 5, les pistons sont les joueurs les plus importants dans ce dispositif. Je pense juste par exemple à Lichtsteiner et à Samoa. C'est les mecs qui sont tout seuls dans leurs couloirs respectifs, ils sont tout seuls et ils multiplient les courses sans cesse. Tu dois avoir coffre, lucidité, rapidité, plus ou moins qualité de dribble et une qualité de centre. C'est un peu comme si tu étais préparateur de commande. Tu fais toujours la même chose. Tu montes, tu redescends. Tu montes, tu redescends, tu montes, tu centres. Et quand tu redescends, le défenseur droit, là, le défenseur central qui est à droite, te couvre. Il coulisse. Et ça, c'est vraiment un peu cette tactique-là, c'est un peu comme une chorégraphie. Et on l'a vu, sous Conte, il était très à l'aise. Il trouvait souvent Lukaku. Et dans ce système de piston droit, il se régalait. Mais toi, tu partages cet avis aussi, Rafik. Je sais que toi, tu m'avais parlé en off du prix qui était assez élevé. Et je pense que t'aimerais aussi qu'il soit utilisé comme un piston offensif plus que comme un simple latéral droit. J'ai dit, si on le fait jouer arrière droit, c'est un prix un peu élevé. Parce que Hakimi, pour moi, il est très bon quand on défend. Enfin, quand on est dans un système en 3-4-3, en 3-5-2, moins bon, et il a moins de références dans une défense à 4. Je crois que les seules fois où il joue arrière droit, ou les rares fois, c'est quand il joue avec le Maroc. Et je crois qu'il a joué aussi avec le Real Madrid, arrière droit. Le Real de Zizou. Voilà. Quand Carvajal était indisponible pendant une certaine donnée. Ouais. Mais là où on l'a connu fort, c'est Dortmund,
quand il jouait à droite et à gauche, c'était c'était le Polonais à gauche, c'est ça? Pisek? Non. Il y avait Guerrero, c'était Guerrero. Ah, Guerrero, c'était Guerrero. C'était Guerrero. Ok, et ouais, c'était Guerrero. Donc, c'est là où on l'a connu très fort, où il a marqué pas mal de buts, il a fait pas mal de passes décisives, et aussi à l'Inter. Donc, pour moi, pour moi, si on joue en 3-5-2 ou 3-4-3, les 70 millions, ça vaut le coup. Après, il faut trouver à gauche quelqu'un qui est capable de jouer dans ce système-là. Bernat, je pense qu'il serait pas dégueulasse si on trouve personne. Je pense que c'est vraiment son poste à Bernat. Hein, c'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. Vu le nombre de buts qu'il a mis en Champions, oui. Voilà. Donc moi, je pense que déjà, on n'est pas dans la hâte de trouver un piston gauche. On n'est pas dans la hâte de prendre Théo Hernandez ou essayer d'aller chercher, je sais pas, un Zinchenko. Non, on a déjà Bernat, il y a pas de souci. Autant se concentrer sur un 6. C'est mieux. Donc ouais, moi j'ai envie de dire tout de suite que je suis très très content de cette arrivée parce qu'il y a quand on va parler d'une prochaine arrivée, je dirais pas ça. Mais c'est que sur le côté gauche, en fait, moi, je trouve que Bernat a un bon profil, mais faut pas oublier que le dernier match de Bernat remonte à fin août dernier, début septembre contre Metz, où il se fait les croisés, il n'a pas rejoué depuis. On a vu qu'il était revenu assez affûté sur les réseaux sociaux, qu'il avait vraiment pas rigolé par rapport à sa préparation, mais on sait qu'après une telle blessure, on peut jamais retrouver son vrai niveau, et quand bien même, il faudrait quand même un joueur capable de suppléer Bernat en cas de pépin, etc. Et je pense que toi, Rafik aussi, t'es pas fan de Mitchell Bakker, et il faudrait quand même quelqu'un d'un minimum fiable pour le remplacer au pied levé si jamais il a des mésaventures physiques. Bah bien sûr. Bah déjà, je préfère Kurzawa que Bakker. Bakker, c'est même pas la peine. Donc oui, dans ce cas-là, oui, il faudrait peut-être aller chercher un piston gauche en remplaçant. Il y a bout d'un moment, non, lui, il est piston droit, il me semble, celui le joueur de Lens, Klose. Ah, Klose, Jonathan Klose. Il est à droite, lui. Ouais, il est à droite. Il est à droite. Tu vois. Mais en vrai, moi, je pense que si, c'est pas parce que t'es le PSG que tu dois avoir peur de prendre des joueurs de Ligue 1 en remplaçant. Genre, par exemple, Michelin, tu vois. Genre, vraiment, si tu ramènes Michelin en piston gauche, tu vois, en remplaçant, en vrai, c'est pas dégueulasse, tu vois. En vrai, tu assures quelqu'un qui a un petit niveau. Bon, il aura pas, je dis pas qu'il a le niveau de Ligue des Champions, mais pour un remplaçant derrière Bernat, en Ligue 1, il peut faire le boulot. Je pense que Jonathan, il voulait rajouter quelque chose. Je pense qu'il allait dire la même chose que moi. C'est que je pense que les clubs de Ligue 1, quand ils vendent au Paris Saint-Germain, le prix gonfle, et voire double. Donc, ils te tirent dessus. C'est vrai. Donc ça, c'est un peu le souci parce que on va dire un Jonathan Klose, c'est sympa de l'avoir à une petite dizaine de millions, mais quand t'es le PSG, ce 10 millions peut vite se transformer en 20 millions et là tout de suite ça devient une autre affaire. Mais bon, dans tous les cas, c'est vrai que pour revenir à qui, ouais, Nams. Voilà, malheureusement c'est le jeu, c'est le jeu. Ils savent qu'on a les moyens, ils vont essayer d'en tirer le maximum. Après dans ces cas-là, c'est plus ou moins quasiment n'importe quel joueur de Ligue 1, peut-être hors Lyon et OM ou Monaco. Quand le PSG tape à ta porte, je pense que tu as envie d'y aller. Même si tu sais que tu ne seras pas titulaire, mais grandir, grappiller en expérience auprès de grands joueurs, je pense que c'est quelque chose dont tu n'as pas envie de louper, quoi. Tu n'as pas envie de louper ça. Mais en tout cas, pour revenir à Hakimi, je trouve vraiment que c'est vraiment une excellente recrue. Et puis, je ne sais pas si vous vous rappelez de ses premiers matchs à Dortmund et à l'Inter Milan, il a toujours une capacité d'adaptation très rapide. Et il marque. Il a un coffre de fou aussi. Il a un coffre. Il a un coffre, incroyable. Je crois que cette saison, Hakimi, la saison qui vient de se finir, je crois qu'il avait battu le nombre de records de duels gagnés, le nombre de kilomètres parcourus. Enfin, il était vraiment présent à la fois défensivement et offensivement. Je crois qu'il avait même battu le record de vitesse. Je crois que c'était avec Dortmund, il avait couru, il a été flashé à 36,2 km/h. Donc c'est quelqu'un qui a des grosses capacités. Il avait mis, je crois, 5 buts avec Dortmund en 2019-2020 et 10 passes décisives. Vraiment, c'est quelqu'un qui apporte offensivement et qui l'a montré sous Conte, surtout en fin de saison avec l'Inter Milan. On a vu l'Inter Milan gagner souvent par des scores comme 1-0, 2-0, 2-1, capable de garder le score, capable de vraiment, malgré la pression du Scudetto qui était désiré par le club depuis 2010,
un joueur vraiment avec une assiduité défensive comme pas possible. Donc c'est vraiment le joueur qu'il fallait au Paris Saint-Germain, et je pense que le PSG n'a pas à s'en faire sur ces prochaines années sur son couloir droit. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour Totalement. Bon, à part si vous avez autre chose à dire sur ce transfert, Non, je vous mais laisse. Ouais. en plus, moi, je pensais que c'était quelqu'un qui était, je sais pas pourquoi, mais je pensais que c'était quelqu'un de très injury prone. En fait, pas du tout. Non, du tout. Par Il se exemple, blesse pas beaucoup. à Dortmund, je crois que sur la saison 2019-2020, sur les 34 matchs du championnat, il en joue 33. Oui, Favre, Ouais, moi, vraiment, je sais pas pourquoi j'avais l'idée comme quoi il était injury prone, mais pas du tout. Non, pas du tout. En tout cas, c'est un joueur qui a du coffre, c'est un joueur qui est polyvalent, performant aussi bien offensivement que défensivement. Donc voilà, si vous voulez rajouter quelque chose sur le joueur ou le transfert. Non, moi j'attends juste de voir dans un système à 4. Parce qu'au Real, j'étais un peu déçu, entre guillemets. C'est vrai. Donc j'attends de voir dans un système à 4, si on joue à 4, ce que ça va donner. Mais sinon, top recrue. En tout cas, comme vous dites, hein, c'est vrai qu'à 4, ce serait assez étonnant de le voir jouer dans cette disposition-là. Surtout quand on vient d'apprendre que Sergio Ramos venait de signer au Paris Saint-Germain. Alors là, je pense la que transition, oh là là, magnifique. Alors là, je pense, merci. En tout cas, je pense sincèrement que Pochettino a cette idée en tête, parce que quand tu recrutes un troisième défenseur central niveau mondial et un piston droit qui est efficient dans un système à 3 et qui en plus à gauche, tu retrouves ton latéral gauche qui monte beaucoup, il y a de grandes chances que le club, enfin l'équipe joue à 3 derrière. On va parler de Sergio Ramos au PSG, donc un transfert, je pense qu'il va être assez partagé en termes d'avis. Parce que voilà, le PSG recrute Ramos en fin de contrat. On parle notamment d'une somme, d'un salaire de 15 millions d'euros par an. Au départ, le PSG avait proposé 1 an de contrat avec 1 année en option. Il a En demandé plus, 2 il ans. vole le 4 de Kerrer. Il va voler le 4 de quart, donc ça c'est une très grosse. Non, ça C'est clairement. scandaleux. Ça va. En tout cas, on parlait de 15 millions d'euros par saison. Après, je sais pas, parce que il y a des sources qui disent que le salaire net serait de 10,5 millions net par saison. Il y en a qui disent que 15 millions, c'est en comptant la prime, donc ce serait une prime de 4 millions plus 10 millions et demi de salaire. Donc dans tous les cas, il toucherait minimum 10 millions d'euros net par an. L'année dernière, on sait surtout que sur la deuxième partie de saison, Sergio Ramos a connu pas mal de pépins physiques, n'a pas beaucoup joué, et quand il jouait, il n'était pas non plus dans ses meilleures dispositions. Donc voilà, je sais pas comment vous avez vu le transfert. Moi, je reste assez sceptique, malgré le fait que Sergio Ramos soit une des plus grandes légendes de ce sport à son poste, et que il y a quelques années, c'était l'un des meilleurs, voire le meilleur au monde, sans contestation possible. Maintenant, voilà, il a 35 ans, on sait pas dans quel état d'esprit il va venir. Même si ça, Sergio Ramos, c'est un joueur quand même qui a sa carrière derrière lui. On a vu que le PSG, avec notamment Buffon ou Dani Alves, s'est pas mal trompé entre guillemets enfin, Dani Alves un peu moins de Buffon, mais voilà, c'était des joueurs qui étaient venus, on va dire, plus pour le côté marketing que le côté vraiment purement sportif, même si l'expérience peut toujours être importante. Mais bon, voilà. Moi, je vous donne mon avis. Je suis assez sceptique. Je demande à voir, parce que si on joue à 3 derrière, je pense qu'il faut encore se renforcer derrière, parce que il faut doubler les postes, ou du moins au moins avoir 5 défenseurs centraux aptes. Et là, on en a 3 clairement, parce que les autres, ce serait soit du bricolage. Après, il y a Diallo qui est pas mauvais, mais il rend des bons services aussi à gauche. Pembele, etc. Je doute qu'il soit dans les plans de Pochettino. Donc voilà, moi je reste assez sceptique sur le recrutement de Ramos, même si je respecte la légende qu'il est et ce qu'il a fait. Je commence par qui allez, le premier qui s'exprime donne son avis et on parle de ça. J'allais pas tous à la fois. Oula. Bon allez Joe, allez, je te laisse la priorité. Eh ben écoute, si on prend sa saison dernière, il a 2 saisons en fait. La première partie de saison est de très haut niveau, notamment le Classico contre le Barça, il va chercher le péno, il est incroyable. C'est lui le patron avec Benzema jusqu'à l'hiver, quoi. Et après, ça commence à partir un peu en cacahuète, pour rester poli. Où ça se blesse, où il y a le Covid, et où c'est moyen. Donc, sceptique aussi en termes de performance tout de suite à l'instant T, mais ça reste un très très grand joueur. Et sur la première partie de saison dernière, il était au très haut niveau. Donc, franchement, je suis pressé de voir et je suis très content qu'il soit avec nous, qu'on l'ait recruté, parce que je pense qu'il peut apporter aussi à Kimpembe, qui a besoin, je pense, d'avoir un mec comme Ramos pour qu'il progresse encore un peu.
Et toi, Nams, tu partages cet avis ou tu es assez dubitatif comme moi, comme tu aimes l'expression? Ouais. Moi, je suis un peu légèrement dubitatif. Je ne remets aucunement son niveau en question. On sait qui il est. Il est incroyable, il a marqué son sport, etc. Mais là, c'est plus d'un point de vue physique. Pour quel état il arrive, les tests, etc. disent qu'il est impressionnant physiquement, etc. Mais c'est différent, là, c'est différent. Il arrive dans un nouvel environnement. Suez peut prendre les matchs au pied levé parce que je pense que sa présence va beaucoup impressionner les joueurs de Ligue 1. En Ligue des Champions, je m'en fais pas trop, mais j'ai plus de la curiosité qu'autre chose. Là, je suis vraiment curieux de voir ce qui va se passer avec Ramos en Ligue des Champions. Toi, Rafik, par rapport à, on va dire, à la prolongation qu'il a voulu de son contrat, c'est-à-dire passer à 2 ans fixes et pas 1+1, est-ce que toi, pour toi, c'est des prémices par rapport à ses réelles intentions de se dire, bon, allez, je prends mon dernier gros chèque, je vais à Paris, la vie est belle, en plus, je joue avec des champions, je vais retrouver des potes et tout, ou tu te dis, non, le gars, il a signé 2 ans parce qu'il a envie de faire quelque chose de concret? Moi, je pencherais plutôt dans le premier cas. Déjà, moi aussi, je suis très sceptique sur son arrivée. Parce que déjà, j'ai l'impression que c'est le joueur qui, comme il a gagné plusieurs Ligues des Champions et qu'il a été un des meilleurs défenseurs de la décennie 2010 et un des meilleurs défenseurs centraux de l'histoire du foot, je pense que il peut sur certaines situations nous mettre dans la merde comme il l'a fait avec le Real en demi-finale contre Chelsea. Le mec, il n'était pas du tout apte à jouer ce rendez-vous-là. Sa prestation était catastrophique. Vraiment, pour moi, son match contre Chelsea, c'est une honte. Vraiment une honte, un scandale. Et, et en fait, moi, vraiment, j'ai du mal à faire confiance à ce joueur. J'ai du mal à faire confiance à ses intentions. Honnêtement, est-ce qu'il y a beaucoup de clubs qui se battaient sur Sergio Ramos? Je crois qu'il n'y a pas plus de 2 clubs ou 3 clubs. Ouais. City et United, je crois. United, ouais, United et City, peut-être le Bayern, j'ai entendu aussi. Mais après, je pense aussi c'est le prix. C'est le prix. Pas beaucoup de monde aurait les moyens de s'aligner euh, sur les prix pour Ramos. Et après, ça dépend aussi de l'environnement. Aussi, je pense que vivre à Paris, parce qu'il y a aussi le côté familial. Il est papa, je crois qu'il a 3 ou 4 enfants. Vivre à Paris avec sa famille, je pense aussi c'est une bonne chose pour lui. Paris veut gagner sa première Ligue des Champions. S'il parvient à aider le club à gagner sa Ligue des Champions, sa première Ligue des Champions, bah, il pourrait laisser une trace indélébile dans l'histoire du club. Donc il y a ce genre aussi de paramètres qui jouent. Le club est très ambitieux. Et voilà, il y a ce côté, voilà, il faut que j'aide le club à gagner cette Ligue des Champions. Et je pense que ça peut aussi être très alléchant pour un compétiteur tel que lui. Mais toi, je remets en doute, parce que moi, moi vraiment, tout à l'heure, Nams, tu disais, je remets pas en doute le niveau de Sergio Ramos. Moi, je le remets en doute très clairement. Quand je dis que je remets en doute son niveau, je parle aujourd'hui. Je parle pas de Sergio Ramos en 2019, en 2015, en 2016. Je parle pas de ce Sergio Ramos. Ça a rien à voir. Moi, le Sergio Ramos de 2021, j'ai pas confiance footballistiquement parlant et en sa personne. J'ai pas confiance. Moi, je me dis que les défenseurs, généralement, ils sont au top niveau entre 29, allons là, voyons large, jusqu'à 37 ans. Tu vois? Mais en fait, Ramos, tu vois, Ramos, pour moi, tu vois, pour moi, il vieillit pas comme un Chiellini. Chiellini, il a pas été dominant par son physique, il a été dominant par sa science du placement, par des choses, par son intelligence tactique, des choses qui lui ont permis de pouvoir exister à cet Euro 2021 et de pouvoir continuer à jouer dans des matchs de haut niveau, alors qu'il a quel âge? Il a 38 ans, Chiellini? Non, il va avoir 37 ans, je pense. Il aura 37 ans? Ouais. 37 ans. Voilà. Et ben, moi, Sergio Ramos, je doute qu'il ait cette science du placement, cette intelligence tactique qui fait qu'il pourra produire des prestations de très haut niveau à 35 ans, 36 ans, 37 ans, parce qu'on va l'avoir jusqu'à 37 ans, si c'est 2 ans de contrat. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Après, tout dépend de son hygiène de vie. Bah, en tout cas, pour l'hygiène de vie, Nams, je te coupe, mais. Il est carré. Mais il est carré, il a passé la vie. Alors, selon des informations de médias, c'est vrai qu'il a passé sa vie médicale et apparemment, les résultats physiques ont été très impressionnants, par rapport à son âge et même par rapport à un sportif de haut niveau tout court. Donc, je pense que sur le point de vue physique, le problème n'est pas là. Maintenant, pas du tout.
Ouais, comme tu l'as dit, après, moi, j'ai pas trop de doute, hein. Son placement, etc. Bon, après, c'est un défenseur très fourbe. Très fourbe. Ouais, ça c'est vrai que ça peut peut-être manquer au PSG sur les matchs C'est ça. contre Ligue des Champions. Par Ce que contre j'allais dire. là où je vais lancer Joe sur un aspect, c'est que moi j'ai aussi un petit doute par rapport à Marquinhos et le leadership. Pourquoi? Parce que quand il y avait Thiago Silva aux côtés de Marquinhos pendant des années, on disait que Silva a briefé Marquinhos pour que Marquinhos devienne le grand Marquinhos du Paris Saint-Germain aujourd'hui. N'ayons pas peur des mots. Maintenant, est-ce que pour la progression du joueur, aussi bien sur le point de vue football que sur le point de vue leadership et sur la place qu'il prend dans le vestiaire et sur le terrain du Paris Saint-Germain, est-ce que c'est pas un frein que de mettre un Ramos? Parce que finalement, Ramos ne pourra jamais arriver devant Marquinhos et être le second sur le plan de vue du leadership. Donc, est-ce que Marquinhos serait prêt, entre guillemets, à partager ce rôle ou du moins laisser une partie plus grande ou moins grande à Ramos pour justement diriger la défense et l'arrière-garde parisienne? Est-ce que c'est pas un risque par rapport au leadership de Marquinhos? Non, je pense que Marquinhos va continuer à progresser dans le leadership, tu vois. Genre contre Bayern, il est bon au match aller. En vrai, il a vraiment progressé cette saison, Marquinhos, dans le leadership. Ouais, bah justement. C'est vrai. Et je pense qu'au contraire, d'avoir un Ramos qui est le monsieur leadership, tu vois, ça va aider et ça va lui permettre être encore plus un patron. Donc pour moi, c'est que du positif. Et Ramos, je pense pas qu'il vient là pour foutre la merde et prendre absolument la place de numéro 1, même si dans sa tête, il est déjà numéro 1, tu vois. Mais je pense qu'au contraire, c'est positif. Et pour Marquis et pour Kimpembe. Est-ce qu'il y aurait le brassard? C'est ça la question aussi. Ça fait partie aussi de mon interrogation. Parce qu'il y a le brassard, il y a aussi, je sais pas, par exemple, sur les corners, il y en a un qui va monter, l'autre non, qui va monter, qui va rester. On sait que Marquinhos a marqué énormément de buts, surtout en fin de saison dernière. Il y a pas mal de choses comme ça. Donc, je pense que c'est bien, mais il faut pas oublier non plus que Marquinhos a 27 ans. Faut pas oublier que Marquinhos entame, si je me trompe pas, bientôt attends, C'est 2013, il arrive en 2013, donc ouais, Ouais. huitième, Non, sa neuvième. Non, Mhm. il arrive en 2013-2014, donc ce sera sa 8e saison au PSG. Non, parce que, tu sais pourquoi je te dis ça? Parce qu'il a fait une saison à la Roma, Marquinhos, c'est 2011-2012. Et après, il se barre. Non, mais il arrive en 2013 parce qu'il arrive quand Sakho part, et Sakho part en 2013. Rappelle-toi, il est champion avec le PSG, il est au but contre l'Orient. T'as peut-être raison, mais j'ai Non, je suis sûr, il arrive en 2013 au PSG, sûr et certain. Mais dans tous les cas, ça change pas le fait que Marquinhos est là depuis très longtemps. Il a attendu très longtemps d'avoir cette place de numéro 1. Voilà, ça fait un peu penser à Cavani devant, et quand tu ramènes Neymar et Mbappé, en plus Neymar et Mbappé aujourd'hui qui ont un peu partagé la part du gâteau du leadership devant. Alors voilà, des fois c'est pas la même mentalité, mais c'est des choses qui peuvent être un frein sur le long terme, sur la saison. Honnêtement, l'époque Varane, Pepe, Ramos. Varane n'était pas leader. Ramos est parti. Bon, Varane veut se barrer du Real. Mais est-ce que Varane est plus leader maintenant qu'avant? Non. Donc un mec qui doit être leader, il le devient naturellement ou avec l'expérience. Je pense que si Marquinhos est un vrai leader, il va devenir leader et progresser dans le leadership. Alors que si il n'est pas fait pour ça, il le deviendra pas, je pense. Dans tous les cas, c'est sûr que parler maintenant, ce sera un peu présomptueux, on peut pas vraiment deviner, mais c'est vrai que ça peut être à double tranchant. Par contre, si Joe, ta théorie s'avère vraie, c'est vrai que ça peut être doublement gagnant pour le PSG. Maintenant, est-ce que Ramos aura cette mentalité-là, cet instinct de gagnant et surtout le niveau, tout simplement, pour performer au Paris Saint-Germain? Parce qu'il faut pas oublier qu'il sera entouré de joueurs de classe mondiale et qu'il va falloir qu'il soit au niveau et qu'il s'adapte à un nouveau championnat. Il n'a jamais connu un autre championnat que la Liga. Voilà, En termes de niveau, la Liga c'est quand même bien au-dessus. Hein. Oui, même si c'est plus fermé. Vous savez, il y a aussi ce côté. J'arrive, je suis un champion, mais je vais me fondre dans le moule. C'est à moi de me fondre plutôt que moi, je viens, je suis une star parce que j'ai gagné 4 Ligues des Champions. Moi, j'ai hâte de voir ce qui va se passer parce qu'au Real, c'était un roi, tu vois, au Real. Le plus grand club de tous les temps, il est roi là-bas. Là, tu arrives au PSG. À voir si justement il va s'imposer par ce qu'il dégage, ou alors est-ce qu'il va se fondre dans le moule et laisser un peu ce côté leadership, justement, ce côté leadership à Marquinhos qui commence vraiment à avoir depuis peut-être 2 saisons. Et c'est intéressant de voir comment Sergio Ramos va se fondre au PSG. Ça, c'est un point très important. Dans tous les cas, c'est la vraie question en vrai. C'est le point clé du transfert en fait. Savoir comment il va se fondre dans le collectif. Ça peut être
ça peut être à double tranchant vraiment. Bon, j'ai pas envie de dire qu'il va foutre la merde, mais c'est soit tout se passe bien ou soit ça peut mal se passer aussi. C'est pour ça que je dis que pour un joueur sur 1 an, voire 2 ans max, donc sur un projet court terme, avec autant d'argent investi et des risques qui peuvent s'avérer Après- vrais sur tout ça, est-ce que, voilà, on va Après, pas couper. l'argent, c'est pas le nôtre. S'il n'y avait pas le fair play financier, il y en aurait sans limite. Enfin, il est déjà mort le fair play financier. Donc le niveau argent, bien sûr, on le met cet argent, mais c'est pas vraiment le nôtre entre guillemets, j'ai Non, envie de dire. je dis pas ça par rapport à ça, je dis surtout quand, je sais pas, le gars, il a un certain confort, est-ce qu'il va vouloir se craquer, Ah, surtout d'accord, dans que ce sens-là, ouais. sa belle carrière est derrière lui, voilà, est-ce qu'il va plus se voir comme une fin plutôt pépère en dégression, ou alors comme un Connaissant dernier vrai le- challenge? Connaissant le caractère du bonhomme, je pense que il va pas venir en claquettes chaussettes, hein, avec les savates et tout. Je pense Ah qu'il vient là pour bah, gagner et pour prouver qu'il sait gagner ailleurs et il sait porter un projet, tu vois. Euh, je pense que tout le monde sait que le PSG manque d'un, je sais pas, tu sais, cette âme supplémentaire pour gagner la Champions. Il manque pas grand-chose. Et il sait qu'il peut l'incarner. Et tout le foot sait que, le foot européen sait que le PSG, il leur manque un petit truc. ouais, Et dans tous les Ramos cas. sait qu'il peut l'incarner. Et donc, je pense que lui, il vient pas en savate, hein. De toute façon, il connaît les performances du PSG. Donc, il sait très bien que le PSG, c'est exigeant et qu'il faut venir pour bosser. Enfin, il y en a qui viennent pas pour bosser, mais il faut venir et s'imposer et montrer qui on est. Et je pense qu'il il vient dans cet état d'esprit-là. En tout cas, j'espère que ce que tu dis, ça va vrai, hein, parce que ce serait Moi aussi. la plus belle des choses pour le PSG. Avant de finir sur ce thème mercato, hein, parce qu'on refera un podcast sur les échéances à venir, aussi bien au niveau Bah, des genre arrivées que des CR7 et départs. Messi, c'est ça? C'est ce que tu nous dis? Bon, bah ça, là-dessus, je reste sur mes gardes. Mais dans tous les cas, il y aura forcément des départs au vu des arrivées. Je veux juste parler, allez, en 2 mots, de la potentielle arrivée de Donnarumma, qui, pour moi, à 9 doigts de pied sur 10 au PSG. Hein, je pense qu'il attend la fin de l'Euro pour annoncer son arrivée. Moi, Donnarumma, je trouve pas que ce soit intelligent de le recruter, même si on peut dire que l'âge, le long terme, etc. Je trouve que le timing n'est pas bon. En fait, Et- c'est ça, en fait, c'est le côté, si on le prend pas là, on va le laisser partir. Il a que 22 ans, on va le laisser partir. Navas, il lui reste peut-être 2 ans, comme il peut lui rester 5 ans, parce qu'on sait qu'un gardien C'est ça en fait. continue jusqu'à 40 ans. Et par rapport à ce qu'a amené à Navas au Paris Saint-Germain, déjà je trouve que c'est un peu un manque de respect de lui amener un joueur comme ça. Et quand bien même, si tu ramènes un joueur comme ça et que tu le prêtes derrière, je trouve ça quand même inconcevable de payer un mec 1 million par mois et payer 30 euros de prime de signature en comptant l'agent pour au final derrière le prêter à un club comme l'AS Roma ou que sais-je. Donc je trouve que Non, il y aura concurrence. Apparemment, ça parle de se partager un peu les compétitions. Vous savez, comme Bravo et Ter Stegen le faisaient en Ah, Ouais, mais mais tu ça a crois- marché une saison, ça a marché une saison, ça. mais tu te rends compte même parce que J'y crois pas. Navas a peut-être sorti la plus belle saison qu'un gardien ait pu sortir au Paris Saint-Germain, c'est même sûr, hein, dans l'histoire du club. Et tu lui ramènes un mec de 22 ans qui a jamais connu avec des champions pour C'est ça. que derrière, et à prix d'or, pour qu'au final on me dise tu es en concurrence avec lui. Quel est le message que le PSG envoie en faisant ce trade, même si on dit qu'après il va valoir tant. Mais au final, si tu ramènes Donnarumma et que tu le mets en concurrence avec Navas qui joue pas tous les matchs, il va pas valoir 100 millions. Et est-ce que il va déjà se fondre dans le collectif? Est-ce que la concurrence sera saine ou malsaine? Moi, je trouve que là, pour le coup, il y a trop d'éléments à prendre en compte et c'est loin d'être un transfert gratuit au vu des primes et du salaire. Et honnêtement, je suis pas de ouf l'AC Milan, mais il paraît que c'est pas le plus tendre hors terrain. Genre, il a fait signer son frère en professionnel Ouais. pour prolonger lors d'un précédent contrat. Donc, dans quel état d'esprit il est ce gars-là? Je sais pas. C'est un classique. Et ça. Et au vu de Et son ça me fait agent. un peu flipper, tu vois. Ça Au me vu- fait un peu flipper. Au vu de son agent. Et puis, franchement, moi, clairement, si je vois que Navas derrière, il est Tu sais limite quoi poussé vers la sortie, moi, clairement, mais moi, je dirais pas que j'aurais honte de mon club, peut-être pas, mais je me dis, mais quel est ce club avide, sans morale et sans reconnaissance sportive? Comment on peut mettre en concurrence un gardien comme Navas malgré son âge? Attends, c'est un gardien, il a 35 ans, il peut jouer encore 2-3 ans. Je pense que la concurrence, ça fait partie du haut niveau, tu vois. Après, je pense que pour moi, Navas, il peut garder sa place. Pour moi, Navas va garder sa place. Mais tu te rends compte, parce que là, à date d'enregistrement, le PSG a, sans Donnarumma, a 7 gardiens, j'ai bien dit 7 gardiens sous contrat. Parce que là, on parle d'une doublure, on ne parle pas enfin là, on parlerait d'un potentiel numéro 2 à ce prix-là, avec toutes ces primes qui vont avec, etc. Donc, Et on a 2 doublures sous contrat, dont un qui a un salaire de champion du monde 2018. mais c'est ça, Donc, mais c'est exactement ça. Et en plus de tout ce qu'on vient de dire,
là, t'arrives à mettre autant d'argent sur un gardien, mais enfin, moi, j'ai pas de mots parce que en fait, je ne comprends pas la logique sportive et le message que tu renvoies en fait à la performance d'un joueur. Est-ce que la récompense est là? Est-ce que les autres joueurs vont se dire bon bah je vais me craquer désormais parce que dans tous les cas, le PSG va sortir son chéquier, amener un mec meilleur que moi ou que sais-je. Pour moi, c'est un coup de génie si tu le prêtes. Parce que y en a qui sont fans de placement visiblement sur Twitter. Effectivement, qu'ils aillent faire de la crypto-monnaie, désolé. Mais effectivement, c'est un gardien qui va valoir une blinde, qui va être numéro 1 dans les années à venir. Sauf que tu as déjà un numéro 1. Un numéro 1, mais de très très loin. Et donc du coup, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas prendre le risque de flinguer ton numéro 1 en prenant un pari sur l'avenir. Ok, c'est très intelligent. Et là où ça devient un coup de génie, c'est si jamais tu le prêtes dans un club intéressant et du coup qui prend une partie du salaire en charge. Et là, du coup, tu as ton Navas qui soit continue de performer ou décline et tu le remplaces ensuite. Donc ça peut être un coup de génie. Mais tu penses vraiment, attends, c'est-à-dire que tu vas payer une prime aussi grosse pour l'arrivée d'un mec qui ne va même pas jouer cette saison-là et déjà, il faut que le club accepte de payer une partie de son salaire. Et est-ce que quand il va revenir de sa saison avec ce fameux club, est-ce qu'il va toujours valoir ses 12 millions par an plus les primes qu'on lui a payées l'année d'avant ? C'est ça en fait. Ça, c'est le risque. Après, c'est très risqué. L'argument, et c'est toujours le même, l'argument c'est que c'est pas notre argent. Donc, tant qu'on a de l'argent à gogo, entre guillemets, je me dis, tentons ces paris, tentons, investissons. Et si c'est gagnant, c'est gagnant. Si c'est perdant, tant pis pour nous. On verra. Dans tous les cas, on verra. Et ça peut être un coup de génie, par contre. Oui, ça peut l'être. Mais moi qui suivais énormément le Barça il y a 3-4 ans, parce que je faisais les notations le week-end, bravo, Ter Stegen, ça a duré, officiellement, ça a duré une saison. Ça a duré 6 mois. Ça a craqué au bout de 4-5 mois. Bout de 4-5 mois. Non, mais clairement, c'est compliqué. Parce que le poste est si particulier que c'est pas possible. Et même, il y a d'autres clubs qui le faisaient, le Real Madrid avec Lopez et Casillas. Enfin, c'est vrai que tout ça, c'est assez risqué, mais je trouve que là, il y a beaucoup d'argent mis en jeu et c'est pas une question juste on veut y avoir plus d'argent ou pas, c'est plus une question de crédibilité et de stature pour un club. Pas besoin de mettre autant pour avoir un cas de gardien à prêter parce que ton titulaire finalement a le niveau. Mais bon, dans tous les cas, là où je te rejoins de ouf, c'est que si jamais tu considères que la saison de Navas est ratée parce que sur le centre-tir de De Bruyne, il aurait pu sortir ou quoi au caisse, si tu considères que ça prouve qu'il n'a pas le niveau pour le PSG en Champions, parce que je sais pas comment ils expliquent, il y a certains médias qui parlaient de déception de la direction parisienne, comme quoi Navas, il n'était pas si décisif que ça contre City. Si jamais tu considères que cette demi-erreur sur De Bruyne, c'est une erreur de Navas et que ça nique sa saison, c'est honteux. Et effectivement, je te rejoins, le message que tu envoies à tes joueurs et même au public, c'est scandaleux. C'est-à-dire que pour une non-sortie ou pour un but, et en plus, c'est même le centre est vicieux, tu vois. Donc, quel message t'envoies à tes joueurs ? Donc là, je te rejoins. Si jamais c'est vraiment pour le remplacer. Dans tous les cas, même si, moi je pense que cette info-là, c'est peut-être un prétexte pour justement asseoir une volonté derrière. J'en sais rien, on le saura de toute façon quand la saison commencera. Et en tous les cas, on aura le temps aussi de juger de nouvelles arrivées parce que le PSG n'a pas l'air d'être rassasié après tout ça. On le verra par la suite, donc on va se laisser là-dessus. On parle des départs aussi, hein. Ouais, qu'est-ce qu'on fait de Sarabia, d'Icardi, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, hein, de Kerrer, etc. Bien sûr. On y reviendra dans un autre podcast parce qu'on a quand même pas mal parlé là des arrivées actées et quasi actées. On reviendra peut-être aussi sur les autres rumeurs. Hein. Le mercato a encore plusieurs semaines devant lui, donc on verra ce qui lancera. En tout cas, le PSG est assez actif, a eu des recrues assez intéressantes, d'autres où on attend de voir, mais en tout cas, c'est des joueurs de classe mondiale qui ont déjà prouvé ou qui ont une grosse valeur à apporter au club. En tout cas, on le verra dans un autre podcast. Merci les gars, merci Nams d'avoir été présent. Merci à toi Joe pour ta première, en espérant que tu aies passé un bon moment. J'espère avoir été au niveau surtout. Largement, évidemment. En tout cas, les gars, n'hésitez pas en commentaire sur Twitter à mettre vos commentaires, vos recrues qui vous sembleraient les plus propices pour le PSG, qui devrait-on se séparer et nous dire voilà quelles sont vos espérances pour cette saison. Merci à tous, on se dit à très vite et allez Paris comme d'habitude.
Paoletta dans la surface d'affaire. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez Moody devant le Portugais. Pedro Miguel Paoletta. Ce coup franc. Oh là 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 là. Zlatan Ibrahimovic, 25e minute, le doublé en 2 minutes. Ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Mandanda.